national du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci de nous rester fidèles. Il est 9h à Bamako, la même heure à Conakry. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. La Guinée tourne ce samedi 17 janvier la page de la transition à l'issue de l'investiture du président élu Mamadou Doumbouya qui a remporté l'élection présidentielle. Parmi les invités de cette cérémonie, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui quitte tout à l'heure Bamako pour Conakry. Un geste qui témoigne de la solidarité entre des liens de coopération entre le Mali et la Guinée. Après 3 années de service, le représentant de l'UNICEF fait ses adieux aux autorités maliennes. Le diplomate onusien a été reçu hier par le Premier ministre. Le général de division Ablaye Maïga s'est réjoui de l'ouverture des bureaux UNICEF à Menaka et Kidal. L'actualité dans les 2 autres pays de l'AES, au Burkina Faso, on parlera du renforcement de la coopération avec le Royaume-Uni. Au Niger, l'actualité, c'est la mise en place du bureau des femmes AES à Tillabéri. En sport, CAN Maroc 2025, la petite finale oppose cet après-midi à partir de 16h le Nigeria à l'Égypte. Une rencontre à suivre sur OTM1, le journal de la CAN. C'est dans une vingtaine de minutes avec Fabio Djourté. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Je vous le disais à l'instant, le président de la transition quitte tout à l'heure Bamako pour Conakry dans la capitale guinéenne. Le chef de l'État prendra part au côté de plusieurs autres de ses pairs à la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbouya ce samedi au stade Lassana Conté. Ce qui marquera une nouvelle ère dans le pays de Ahmed Sékou Touré car cette date marquera la fin de la transition et ouvrira la voie au retour à l'ordre constitutionnel. Les échos de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux en Guinée et à Kounaté et Djadja Camara dans nos éditions futures. Le Premier ministre, ministre de l'Aménagement territorial et de la décentralisation, le général de division Ablaye Maïga, a reçu hier le représentant de l'UNICEF au Mali, Pierre Ngom, en fin de mission au Mali, est venu remercier le chef du gouvernement pour la bonne collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement. Les 2 personnalités ont profité de l'occasion pour échanger sur le programme commune amie des enfants et relevant du ministère de l'Aménagement territorial et de la décentralisation. Nous proposons d'écouter Pierre Ngom à sa sortie d'audience au micro de Momari Koné et à l'autorité de la primature. Nous avons eu le privilège d'avoir une audience avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'objectif de cette audience était d'abord de lui souhaiter nos meilleurs vœux de bonne santé, mais aussi de lui dire au revoir parce que je suis en fin de mission. Nous avons aussi eu l'occasion de magnifier la collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement du Mali. Nous avons aussi parlé de certains programmes comme le programme commune Amis des enfants, qui est une collaboration entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est un programme qui est financé en grande partie par le gouvernement du Mali.
C'est un programme innovateur, un programme accélérateur des autres programmes. Nous avons remercié le Premier ministre aussi pour la collaboration dont l'UNICEF jouit auprès de tous les départements ministériels. C'est lui-même le premier des supporters des enfants. Nous sommes toujours très ravis de venir au ministère de la décentralisation parce que la décentralisation amène les services essentiels plus proches des enfants. Aujourd'hui, la coopération se porte à merveille, je dois dire. Nous sommes en train de développer un nouveau programme de coopération pour 2027 à 2031. D'ailleurs, aujourd'hui, le document du projet a été endossé par les départements ministériels lors d'un atelier. Cela démontre le niveau de coopération que nous avons avec le gouvernement. Et vous savez, l'UNICEF n'a pas de programme. C'est les programmes du gouvernement que nous supportons. Nous ne venons pas avec les programmes. Nous venons et nous demandons au gouvernement est-ce que là où on peut supporter. Donc c'est ça qui fait vraiment notre force et c'est ça aussi qui fait que nous apprécions toujours la collaboration que nous apporte le gouvernement. Pierre Ngom, à l'instant, représentant de l'UNICEF à sa sortie d'audience au micro de Mouari Koné et à Touré de la primature. Nouveau visage et nouvelle ambition pour l'ORTM malgré un budget en légère baisse. L'Office lance cette année un vaste chantier de modernisation de la poursuite des travaux de sa grande tour sur la route de Kati au renforcement des programmes en Bamanankan. Priorité à la proximité et au numérique pour répondre aux nouveaux défis de l'audiovisuel. Ce sont les principales mutations à retenir à l'occasion de la tenue de la 57e session du conseil d'administration de l'ORTM. Tour d'horizon des grands chantiers à venir avec Alucine Touré. L'année 2026 est celle de la transformation institutionnelle de l'ORTM. En effet, suite à l'audit organisationnel diligenté en 2025, l'ORTM entame une restructuration profonde à travers la relecture de son organigramme et de son cadre organique. L'objectif visé est de moderniser la gouvernance et de renforcer la motivation du personnel pour répondre aux défis du secteur audiovisuel. Hassan Baba Diombele, directeur général de l'ORTM. Les administrateurs nous ont demandé un audit organisationnel pour voir un peu comment réorienter le fonctionnement de l'ORTM. Et l'audit a été présenté avec le cabinet Link Communication qui a présenté justement les résultats de ces travaux ici en session extraordinaire. Et dans les conclusions, il a été proposé beaucoup d'innovations. Et parmi ces innovations, il y a quand même la direction de l'information qui a été proposée. Il y a le changement de la direction de la radio rurale qui deviendrait la direction des stations régionales. Il y a beaucoup d'innovations proposées par le cabinet. Donc on a demandé aux administrateurs vraiment de voir comment mettre en œuvre les propositions du cabinet. Parce que le cabinet quand même a travaillé pendant des mois avec toutes les équipes, toutes les directions techniques pour sortir ce document-là. Et dans ce document, il a été demandé de faire en sorte que vraiment l'ORTM puisse revoir son personnel et aller de l'avant. Quant au budget global, il s'établit à 13 490 millions de francs CFA, marquant une légère baisse de 2,47% par rapport à 2025. L'investissement majeur demeure la reconduction de 2 milliards de francs CFA du budget spécial d'investissement pour la poursuite des travaux de la tour de l'ORTM. Al-Kaidi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cet effort illustre la volonté de plusieurs autorités de booster le chantier de construction de la maison de la radio et TV. Le budget provisionnel pour l'exercice 2026 s'élève à 13 490 436 000 francs CFA et repartis comme suit. Les ressources propres sont estimées à 4 654 millions, soit 34,50%. La subvention de l'État est de 8 836 436 000, incluant le BCI, soit 65,50%. Ce budget connaît une diminution de 2,4% par rapport à 2025. L'ORTM adapte sa grille pour renforcer sa mission de service public à travers le renforcement de l'offre en langue officielle bamanankan. La modernisation digitale se poursuit également avec le développement des plateformes numériques pour élargir l'audience. En même temps, l'Office fait un recours accru à la coproduction pour diversifier les revenus et réduire les coûts de production. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cette 57e session ordinaire du conseil d'administration de l'ORTM
a permis vraiment de voir, de passer au peigne fin le fonctionnement de l'office, notamment au niveau financier, au niveau fonctionnel, et donc aussi d'adapter, n'est-ce pas, le conseil d'administration a donné des orientations claires pour que l'ORTM s'adapte à la dynamique communicationnelle du pays aujourd'hui, à savoir faire prévaloir la souveraineté de l'État du Mali, se battre beaucoup pour notre liberté de choix du partenariat stratégique et également la primauté des intérêts du peuple malien dans le cadre de l'AES. Le conseil d'administration a assigné à l'Office une mission de guerre informationnelle. L'ORTM devra s'affirmer comme le pilier du contre-narratif national, particulièrement pour valoriser le projet de la Confédération des États du Sahel et soutenir les initiatives de la transition. Bamako abritera du 23 au 25 janvier le premier salon de l'automobile du Mali. L'information a été donnée ce jeudi lors d'une conférence de presse. Il est organisé par Magazine du Mali. Le salon de l'Auto-Mali 2026 vise surtout à contribuer avec l'appui des pouvoirs publics à la structuration et à la valorisation du secteur de l'automobile au Mali. On fait le point avec Mariam Kouné. À travers cette conférence de presse, le rendez-vous a été donné pour le premier salon de l'automobile au Mali du 23 au 25 janvier. Un événement qui entend mettre la mobilité au cœur du développement. C'est la concrétisation d'une idée mûrie par de jeunes Maliens pendant plusieurs années. Daouda Diarra, initiateur du salon. Cette idée m'est venue il y a longtemps, depuis 2008. J'ai vu le salon de l'automobile à la télé, je me suis dit qu'on peut faire la même chose au Mali. Vu que le secteur automobile est en pleine ascension au Mali ici, de faire en sorte que et les concessionnaires, et les revendeurs, et la population puissent vraiment bénéficier de ce secteur. L'événement se veut une plateforme d'échange entre les acteurs pour la promotion et la valorisation du secteur de l'automobile au Mali. Il ambitionne de réunir concessionnaires, importateurs, assureurs et amateurs d'automobiles autour d'une même vision. Moderniser et structurer le secteur. Alassane Koné, coordinateur du salon. Le secteur de l'automobile emploie beaucoup de jeunes, que ce soit sur le plan formel, que ce soit sur le plan informel. Si on n'a pas des gens qui sont dans les mécaniques, et certains sont dans le branding des autos, d'autres dans l'assurance, d'autres dans les prêts immobiliers. Et nous, on s'est dit, on va essayer de réunir tout l'écosystème autour de l'automobile et puis d'en faire un salon qui sera encore plus bénéfique pour le Mali. Et dans ce salon, il y a des thématiques qui seront abordées, notamment le comportement même des Maliens sur la route. Souvent, on veut des voitures, mais on ne sait pas est-ce que c'est adapté dans nos réalités. Et nous avons des partenaires également qui vont exposer des voitures adaptées à notre réalité. Les échanges avec la presse ont tourné autour de l'organisation et de la participation d'autres pays africains. Les organisateurs ont assuré, avec l'appui des partenaires publics et privés, de faire de ce salon un événement annuel de référence. Pour eux, le parc des expositions de Bamako sera un lieu incontournable de la technologie de l'automobile du 23 au 25 janvier 2026. AES, actualité. Le Burkina Faso et les Royaumes-Unis renforcent leur coopération. Le Premier ministre a accordé hier une audience au nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Burkina Faso. Une prise de contact qui a permis à l'hôte de réaffirmer la volonté de son pays de renforcer son partenariat avec le pays des hommes intègres. Une coopération fondée sur le pragmatisme, le respect mutuel et la souveraineté. Écoutez Anguise Maki à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la RTB. Je suis venu à Ouagadougou pour continuer le dialogue entre l'ambassade du Royaume-Uni et le gouvernement du Faso. Après avoir présenté mes lettres de créance à son Excellence le Président du Faso en décembre, j'ai voulu retourner rapidement pour continuer et approfondir le dialogue avec le gouvernement dans plusieurs domaines. Parce que le Royaume-Uni soutient les efforts burkinabés dans le développement, soit dans la santé, l'enseignement, et renforcer le soutien à la population. Et donc aujourd'hui, avec son Excellence le Premier ministre, c'était notre première rencontre, mais c'était un échange chaleureux et fructueux pour continuer ce dialogue. Je dis à la Jamana Sabati.
Oui, Alaka Gamana Sabati. Les femmes du département de Tillabéri dans la région de Tillabéri s'organisent désormais en structure sous-régionale avec la mise en place hier après-midi à Tillabéri d'un bureau des femmes AIS. Il s'agit d'un cadre fédérateur qui s'inscrit dans la dynamique d'opérationnalisation de ce bureau. Le compte rendu de Salamatou Bada de la radio du Niger. Cette rencontre qui a regroupé les femmes des différentes structures du département de Tillabéri s'inscrit dans la dynamique d'opérationnalisation du bureau départemental des femmes AES de Tillabéri à travers la création d'un cadre fédérateur et fonctionnel capable de rassembler et de canaliser les actions des femmes et de leur association au service des idéaux de solidarité et de développement socio-économique. L'administrateur délégué de la commune urbaine de Tillabéri a, dans son mot de bienvenue, salué l'engagement des femmes de Tillabéri en mettant l'accent sur leur rôle combien important dans la consolidation de la souveraineté nationale et départementale. Dans son allocution d'ouverture, le préfet du département de Tillabéri a salué la présence de toutes ces actrices à cette rencontre d'une importance indéniable. Sani Saleh-Beidou a fait cas des défis à relever par la plateforme pour accomplir sa mission. Éradiquer le comportement nuisible et dangereux entre vous afin d'améliorer la sécurité et le bien-être de la communauté. Garantir une citoyenneté active et responsable portée par des citoyens résilients, honnêtes, disciplinés et engagés. Assurer la souveraineté alimentaire en renforçant les capacités productives locales. Au terme des travaux dirigés par le premier responsable du département qui a veillé au respect strict des principes de représentativité, le bureau départemental AES Tillabéri, composé de 30 membres, a été mis en place. Il est dorénavant dirigé par Aïssata Adamou, élue coordonnatrice départementale, suivie de Hassanat Brema, vice-coordonnatrice, et Aïssata Abdelkader, trésorière. Le préfet du département a félicité le nouveau bureau en soulignant que Tillabéri rejoint ainsi le concert des autres départements ayant déjà structuré leur base féminine. Oui, il est de retour dans ce studio. Ibrahim Kakonate, bonjour. Oui, bonjour Mohamed Diarra. On parle de l'actualité internationale en Libye. Des centaines de migrants sont partagés entre espoir et doute. En tout cas, c'est l'OIM qui l'annonce dans un rapport. Tout à fait. Dans son rapport sur l'année 2025, l'Organisation internationale des migrations dresse un état des lieux sur la situation des migrants en Libye. Combien sont-ils? Où vivent-ils? Dans quelles conditions? Eh bien, l'OIM lève le voile sur les réalités contrastées de ces populations prises en étau entre instabilité politique, réseau de trafic et espoir de passage vers l'Europe. Après l'élection présidentielle, ce n'est toujours pas le beau temps. En Ouganda, la tension monte d'un cran au lendemain de la présidentielle et des législatives. Quelles sont les raisons? Alors, au lendemain du scrutin présidentiel et législatif, bien, la tension monte d'un cran en Ouganda après avoir affirmé que la présidence du candidat à la présidentielle, bien, encerclé, son parti déclare que l'opposant aurait été enlevé par un hélicoptère de l'armée. L'opposition accuse aussi l'armée d'avoir tué 10 de ses partisans à Boutambala, au centre donc du pays, des accusations contestées par les forces de l'ordre. À Madagascar, les nouvelles autorités veulent créer une usine d'armement et la société civile se pose beaucoup de questions sur le bien fondé de cette usine. Absolument. À Madagascar, l'hypothèse de l'ouverture d'usines de fabrication d'armes relance le débat sur la souveraineté, les partenariats stratégiques. Le colonel, Michael, président de la refondation, a évoqué cette possibilité à son retour d'Abu Dhabi en lien avec une société chinoise. Donald Trump nomme Marco Rubio et Tony Blair à son conseil de la paix pour Gaza.
Donald Trump a dévoilé vendredi 16 janvier 2026 dans un communiqué une liste donc de membres du Conseil de la paix pour Gaza qu'il présidera et auquel siégeront donc en particulier les chefs de la diplomatie Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Présidentielle au Portugal, les affiches du parti d'extrême droite Chega divisent l'opinion à la veille du scrutin. Les Portugais sont donc appelés aux urnes ce dimanche 18 janvier 2026 pour élire leur président pour la première fois depuis plus de 50 ans et l'arrivée de la démocratie. Un candidat d'extrême droite est en bonne position, André Ventura, leader du Chega à Portugal, bien sûr, a pourtant été au cœur d'un énorme scandale lors de la pré-campagne en fin d'année dernière. Merci bien Ibrahim Kakounaté pour toutes ces informations. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Inch'Allah. Je vous disais, l'actualité, c'est bien l'investiture du président Mamadou Doumbia en Guinée. Un événement auquel le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est attendu. Le chef de l'État quitte d'un moment à l'autre Bamako pour Conakry. Les détails dans nos éditions futures avec nos envoyés spéciaux Yaya Kounaté et Kedja Moussa Kamara. Ainsi tout à l'heure, le journal de la CAN au menu, le match pour la 3e place de la CAN 2025. Le Nigeria sera face à l'Égypte à partir de 16h. Un match à suivre sur OTM1. Demain, la finale opposera le Sénégal au Maroc, pays organisateur, à partir de 19h. Plusieurs autres sujets seront développés dans le journal de la CAN, notamment les affiches complètes de la Ligue professionnelle de football. Une présentation de Famrou Djouté. Cette édition s'achève à 9h20. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, coordination éditoriale Bourama Traoré, réalisation Adam Maïga. Passez d'excellents moments accompagnés d'un programme de Radio Malich. Au revoir.